Venez, il y a des nouvelles qui donnent le smile, mais vraiment le smile. Laporta, est-ce qu'on pourra venir faire la fête avec toi? Une plainte a été déposée contre Javier Tebas. Enfin, il s'agirait de rappeler que c'est un madrilène également, de base. Y yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Cela malgré les décisions bizarres qu'il a pu prendre envers le Real Madrid aussi, ça on le dit. Du coup, celui qui s'en est chargé, c'est Miguel Ángel Galán. Voici à quoi il ressemble. C'est le président de l'association Transparence et Démocratie dans le sport, du coup. Une plainte de plus de 50 pages a été envoyée au Conseil supérieur des sports. Du coup, ceux qui avaient... C'est le truc en question, l'organisme qui avait des inscrits au mot, je crois, ou qui ne voulait pas l'enregistrer, jusqu'à ce que ça aille au tribunal des sports, de mémoire. Dans laquelle il indique que le président de la Liga a commis 5 infractions très graves pour avoir révélé des informations privées du FC Barcelone. Maintenant, le Conseil supérieur des sports doit savoir s'ils envoient cette plainte au tribunal administratif du sport. Le même tribunal, du coup, qui avait validé de manière définitive l'enregistrement de Pau Victor et Dani Olmo en janvier, parce qu'il avait, je ne sais pas si je peux le dire quand même, mais bon, on ne sait jamais, pour avoir vu le devoir de confidentialité concernant les comptes du FC Barcelone, que ce soit en privé et surtout dans les déclarations ne respectant pas son devoir de confidentialité, donc dans les communiqués. En tout cas, Laporta avait prévu, tu ne pourras plus contrôler le Barça comme avant, la fête est terminée, même s'il a été réélu, et une augmentation de salaire, bref. Quoi? Marcus Rashford vient de descendre Manchester United. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Barça depuis un moment? Firmine Lopez et Gavi ne se parlent pas à cause d'une fille. Et lors du match précédent, on a vu Rafinha essayer de les réconcilier. Regardez, il s'est décalé pour que Firmine Lopez vienne à côté de Gavi. Regardez, carrément, Firmine Lopez ne regarde même pas Gavi. Regardez la tension, hein. Regardez comment ils vont se laisser. Regardez. Ils le calculent même pas. Tout ça parce que leurs copines se sont embrouillées. Et là, Rafinha a joué parfaitement son rôle de capitaine. Et d'ailleurs, en parlant de capitaine, on nous apprend que celui qui a réglé le problème entre Gavi et Firmine Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc finalement, le gars, malgré tous les problèmes qu'il a avec le FC Barcelone, il continue quand même à jouer un peu son rôle de capitaine. Et pendant ce temps, Lamine Yamal continue à se foutre de la gueule de Pedri. Comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a une confrontation entre 2 ou 3 équipes. Et à la fin de l'entraînement, le gagnant des confrontations prend une photo comme ça et il le poste sur Instagram. Et c'est sous les commentaires, je pense que Lamine Yamal se fout de Pedri. C'est d'abord Gavi qui commence. Il dit: j'adore battre Frankie de Jong, Balde, Aroro, mais surtout Pedri et Eric. Et Lamine Yamal, lui insolent qu'il est, il vient pour clôturer le tout. Il a clairement dit: Pedri, quand tu gagneras, j'aurai déjà une barbe. Quelle insolence. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, les amis, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. À un moment là, on nous dit, malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre vétérans et les jeunes. On se rappelle tous la période où Robert Lewandowski criait sur Lamine Yamal. Là, aujourd'hui, à chaque entraînement, on les voit se battre à deux. La bonne ambiance, quoi. Et pour terminer, on a Marcus Rashford qui a dézingué Manchester United. Il dit, on nous dit qu'on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut déjà la lancer. Là, il parle de Manchester United. La reconstruction n'a pas commencé. Soyons réalistes. On se retrouve dans un no man's land. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Oh oui, clairement, là, le gars, il se cache plus. Et à vrai dire, est-ce qu'il a tort? Non. Manchester United, chaque année, c'est la même chose, ça change pas. La Liga est totalement en train de partir en cacahuète et personne dit rien. Les gars, j'espère de tout mon cœur que Tebas va sauter car c'est un incapable. Et ce qu'il est en train de faire de championnat, les gars, c'est une dinguerie. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. C'est notre deuxième match de Liga et pour l'instant, ils devront déclarer forfait. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville. Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderte, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Première Ligue pour une bouchée de pain. Juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours vent, vent. On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle, notre championnat est la risée de l'Europe. Et à titre comparatif, la différence de mercato entre les promus en Première Ligue et les promus en Liga. Sans même parler des sauces du président, Tebas. Révélation des détails sur les ventes de sièges VIP. Divulgation des changements aux auditeurs financiers du club. Partage d'informations sur la situation financière du club. La fameuse réunion entre Tebas et Bilbao. Divulgation de rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Tebas est en train de tuer ce championnat et de le rendre encore moins compétitif avec un fair play beaucoup trop strict, empêchant certaines équipes à inscrire ou à acheter des joueurs, ou bien même être forcé de se séparer de ses meilleurs joueurs pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Sans parler de l'arbitrage en Liga, sans parler de ses nombreuses déclarations honteuses, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas de goal line en Liga. Tebas est en train de tuer ce championnat. Et comme là c'est pas que le Barça qui souffre, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voici les 3 derniers pénaltys tirés en carrière par Nuno Mendes, hein, et regardez où il tire à chaque fois, s'il vous plaît. Le premier c'était face à l'équipe de France lors de l'Euro. Le deuxième face à l'Espagne lors de la Nations League. Et le troisième hier face à Vicario en Supercoupe. Et à chaque fois les pénaltys ont été tirés de la même manière. Max de power shoot, lucarne droite. Tu pourrais même croire que c'est sur FIFA, tellement t'as l'impression que les pénaltys sont inarrêtables. C'est vrai que derrière aussi je me pose une autre question. Est-ce que le PSG ne devrait pas changer de tireur de pénalty? Parce qu'on sait qu'actuellement c'est Vitinha, voilà, sa petite technique de serpent. T'as l'impression qu'il essaie d'hypnotiser le gardien. Après il tire. Et c'est vrai que c'est celui qui a la technique la plus raffinée, on va dire. Un peu comme Jorginho à Chelsea en 2021. Et je dis pas qu'il devrait changer de tireur
On met Nuno en tireur au détriment de Vitinha, non, mais plutôt Ousmane Dembélé, qui cette saison a quand même tiré 3 pénaltys au total, un en Ligue 1 qu'il a marqué et 2 autres en séance de pénalty qu'il a très bien frappé. Il a l'air d'avoir aussi une bonne technique et surtout le point crucial dans cette affaire, c'est que c'est lui le buteur de l'équipe. C'est lui qui est dans les classements des buteurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il va être dans des classements, vu que c'est pas lui qui tire les pénaltys, il part limite avec un handicap comparé aux autres attaquants des autres équipes, qui pour la plupart sont les buteurs de leur équipe et en plus de ça, ils tirent les pénaltys. Après, c'est clair que c'est pas le seul joueur qui a été dans ce cas-là. On se rappelle de Benzema avec Ramos, c'était Ramos qui tirait. De plus, Benzema n'était pas non plus un bon tireur. Contrairement à Ousmane qui m'a l'air quand même à l'aise dans l'exercice. Après, vu la mentalité du groupe parisien, ça m'étonne pas vraiment, car tu sens qu'ils veulent vraiment mettre en avant le collectif. Non pas une individualité à qui tu donnes tout, les coups francs, les pénaltys, etc. Même si en soi, ce serait pas déconnant de lui donner, sachant qu'il les tire bien. Maintenant, à voir si cette situation peut changer, surtout que Vitinha, les derniers pénaltys qu'il a frappés là, je l'ai vu rater face à Arsenal, hein. Et là, maintenant, je vais rater face à Tottenham. Attention. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Faites attention. Faites attention, les gars. Faites très attention. Oui, Tottenham a perdu ce match. Ils ont craqué sur la fin. Malgré tout, il y a une bonne chose. On en reparlera dans une prochaine vidéo demain ou après-demain. Mais faites attention. Faites attention parce qu'il y a un ovni de la Première Ligue qui était un ovni de l'Eurodivisie, qui est un ovni africain au Ghana et qui va faire des malheurs du côté de Tottenham et on l'a vu sur cette déjà première période. Physiquement, c'est très costaud. Et c'est encore plus costaud qu'avant. Techniquement, c'est toujours au top. Et dans la lucidité et les passes, c'est toujours très fort. Parce que la galette là qu'il donne à Richarlison avec le travail qu'il effectue avant, techniquement et physiquement sur un milieu du PSG, c'est juste waouh. Ce mec-là, il a un truc en plus. Et on le sait. Là, il a 25 ans. C'est maintenant le moment de montrer. Alors les gens vont me dire, ouais, bon, il est à Tottenham, il a fait un mauvais choix. Calmez-vous sur Tottenham. Moi, je pense que Franck va faire du bon travail. C'est pas parce qu'ils ont fini une fois 17e de la PL. Ne vous inquiétez pas. Tottenham, c'est pas une équipe qui va rester dans ces bas de tableau-là. Elle va revenir, elle va rejouer l'Europe très rapidement. Vous inquiétez pas pour eux. Et d'ailleurs, ils seront en Ligue des Champions. Et avec cet homme-là, ils vont être dangereux. En Première Ligue et en Ligue des Champions. Et là, je l'ai vu à droite, mais j'aimerais bien le voir en numéro 10. Je pense que c'est le poste où il excelle le mieux. Voilà, ils t'ont comparé à Hakimi. Ils ont comparé Dani Alves avec Achraf Hakimi. Tout d'abord, Dani Alves, je tiens à m'excuser. Je m'excuse pour tous ces footchicks qui disent que Hakimi est meilleur que toi. Subhanallah, c'est une folie de dire ça. Tout d'abord, je tiens à rappeler que je ne suis pas en train de banaliser la saison d'Hakimi. C'est pas parce qu'il a fait un match de meurtre ce soir qu'il est nul ou qu'il a fait une mauvaise saison. Sa saison, elle est exceptionnelle. Mais des fois, en fait, il faut vous rappeler ce que vous dites. Il faut vous rappeler les dingueries. Vous dites des dingueries. Il y a des dingueries qui sortent de vos bouches, en fait. Ça veut dire c'est très bien qu'Hakimi ait fait ce match de merde. C'est très, très bien. Comme ça va vous remettre les idées en place. Voilà, il n'y a aucun monde où tu compares Hakimi et Dani Alves. Grand respect à Hakimi, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais jamais de la vie tu le compares à Dani Alves. Et en commentaire, ça n'a rien de me dire bandeur de nostalgie. Oui, il y en a, ils abusent avec la nostalgie, mais au nom de Dieu, il y a des joueurs d'avant, tu peux pas les toucher. Ils étaient trop forts, je peux pas les toucher. Et quand tu compares Dani Alves et Hakimi, c'est un manque de respect envers le football. Voilà.